Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, à l'approche du grand dialogue national prévu le 30 septembre, les consultations ont débuté ce mardi. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a rencontré le Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Retour sur l'histoire du maréchal Mobutu, deuxième président de la République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Décédé il y a 22 ans au Maroc, Mobutu Sese Seko a marqué l'histoire du pays. Et puis au Sénégal, l'ouvrage L'histoire générale du Sénégal fait polémique. Ces volumes ont pour objectif de retracer l'histoire réelle et non falsifiée du pays, mais des familles religieuses demandent son retrait. Au Cameroun, le gouvernement se prépare en vue du grand dialogue national qui devrait débuter le 30 septembre. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a entamé ce mardi des consultations, notamment avec le Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Des consultations qui devraient se poursuivre jusqu'au 27 septembre. Le dialogue national convoqué par le président Paul Biya vise à résoudre la crise sociopolitique qui sévit dans le pays. Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, les consultations en prélude au grand dialogue national sont en pleine exécution. C'est dans ce cadre que les membres du Conseil national de la jeunesse ont été reçus par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Le Conseil national est venu à cette rencontre porter la voix et les propositions de la jeunesse camerounaise et celles de ceux de la diaspora pour la résolution de la crise sociopolitique que traverse le pays. Que la jeunesse camerounaise sera représentée pendant tout le processus du dialogue national, de la base jusqu'au sommet, ainsi que les jeunes de la diaspora aussi. Ça veut dire qu'on pourra participer dans les communautés, dans le processus d'intervention, de proposition de manière technique et concrète des solutions pour un dialogue national qui va permettre justement à pouvoir aboutir à une promotion de la paix au Cameroun. Pour l'Union des journalistes du Cameroun qui participe également à ces consultations, la médiatisation de cette étape cruciale de l'histoire du pays et la diffusion d'une information suffisamment équilibrée et avérée constituent un facteur de pertinence du dit dialogue. Le dialogue national qui est convoqué par le chef de l'État, les médias sont associés dans la phase préparatoire. La preuve, vous y êtes. Et que les médias continuent à être associés pendant le déroulement du dialogue et même après le dialogue, parce que le dialogue devrait se dérouler dans toute transparence. Le Camerounais lambda soit pris à témoin dans ce qui va être dit dans ce grand dialogue. Convoqué par le président Paul Biya le 10 septembre 2019, le dialogue national a pour objectif de trouver une issue favorable à la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2016. Les consultations en prélude à ce dialogue se poursuivent jusqu'au 27 septembre 2019. Retour à présent sur les traces du maréchal Mobutu, deuxième président de la République du Zaïre. Décédé il y a 22 ans au Maroc, Mobutu Sese Seko a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Celui qui a régné sur le pays durant 32 ans est considéré comme un personnage controversé par certains et un symbole d'unité pour d'autres. Reportage d'un correspondant Jacques Amboka et Nathalie Mort. 445 rue Kimbondo, commune de Bandalungwa. Nous sommes à la première résidence de Mobutu, acquise avant son accession à la magistrature suprême. C'est le siège du parti Oudemo, Union des démocrates moboutistes. Ici, on peut encore trouver quelques traces du maréchal. Le local ne reflète nullement le prestige et la gloire du règne du feu président. Les photos suspendues sur le mur, par contre, illustrent la glorieuse époque de celui qui a dirigé le Zaïre pendant 32 ans. Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans. Ce ne sont pas les 32 ans de malfaits de Mobutu. On se souvient de Mobutu. Mobutu prend le pouvoir. Nous, on était encore trop jeunes. On parlait d'$1, 1 Zaïre. Au fur et à mesure que les choses évoluent, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Autour de cette personnalité mythique pour l'histoire de la RDC ex-Zaïre, la controverse est de taille. Pointé par beaucoup comme la cause du malheur que connaît le pays, le maréchal est par ailleurs considéré par d'autres comme le symbole de l'unité et de la paix que le pays peine à retrouver. Ce que je peux retenir encore de lui, en tant que citoyen et congolais aujourd'hui, et je n'oublierai jamais. Personne peut-être ne pourra oublier l'unité nationale au Congo. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en novembre 1965, il sera chassé par la rébellion de Laurent Désiré Kabila en 1997. Le maréchal est allé s'éteindre au Maroc en septembre de la même année. 22 ans après son décès, sa dépouille n'est jamais rapatriée dans son pays.
Et dans l'actualité également en République démocratique du Congo, Sylvestre Mudakumura, le principal chef militaire des miliciens Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, a été neutralisé définitivement dans la nuit du 17 au 18 septembre. Une annonce faite par l'armée congolaise. Le chef militaire rwandais aurait été localisé lors d'une opération dans la province du Nord Kivu, au nord-est du pays. Selon les forces armées congolaises, il aurait été tué avec plusieurs lieutenants. Sylvestre Mudakumura a été poursuivi par la CPI pour des crimes contre l'humanité présumés depuis 2013. Il vivait reclus dans le parc de Virunga. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé la suppression de plus de 5800 comptes bancaires détenus par des fonctionnaires fictifs. Aucun mouvement financier n'y aurait été constaté depuis plusieurs mois. La mesure vise à mettre fin à la fraude au sein du système de paiement des fonctionnaires. Neile Bessin. Plusieurs milliers de comptes fictifs et restés sans mouvement durant plusieurs mois seront supprimés par le gouvernement congolais. La décision gouvernementale, qui s'inscrit dans l'optique de la maîtrise de la masse salariale et de l'assainissement du fichier solde de l'État, permet de poursuivre l'éradication de la fraude au sein du système de paiement des fonctionnaires et agents publics. Dans le cas de la RDC, la découverte de comptes présumés fictifs et leur fermeture permettra à l'État de réaliser de grosses économies sur les dépenses courantes. Et une telle mesure lui permettra d'économiser un montant équivalent à près de 5% du déficit budgétaire enregistré au cours du premier trimestre de l'année 2019. La plupart des 5823 comptes démasqués et régulièrement alimentés en salaire par l'État n'appartiennent à personne. La suppression d'un tel volume de comptes fictifs fera générer au Trésor des économies de près de 10 milliards 800 millions de francs congolais par an. La fraude au détournement par le biais de comptes fictifs est régulièrement enregistrée dans les États au sein desquels la gestion des fonds publics est peu transparente et les procédures de paiement opaques. Mais le plus important reste dans l'effet de dissuasion qu'une telle politique, si elle est accompagnée de sanctions, peut avoir sur la gestion des finances publiques en RDC de manière générale. Pour l'heure, le pays envisage effectuer des missions de contrôle dans les prochains mois pour démanteler le réseau de fraude dans le paiement des salaires des fonctionnaires. 6 mois après le crash de son Boeing 737 MAX, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines enregistre de bonnes performances avec un bénéfice net en hausse de 18%. Le trafic passager a également augmenté de 14%. Toutefois, la compagnie est confrontée à une baisse de son trafic fret. Marcel Fabin-Maroun. Malgré le crash en mars 2019 du Boeing 737 MAX et un prix du carburant en moyenne 30% plus cher, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a réalisé de belles performances lors de l'exercice fiscal 2018-2019. Un bénéfice net en hausse de 18% a été enregistré durant cette période, comparé à l'exercice précédent. Pour cause, le trafic passager a augmenté de 14%, atteignant 12 millions de personnes contre 10,6 millions en 2017-2018. On a constaté au cours de l'exercice précédent une consolidation des lignes déjà existantes, mais également l'ouverture de nouvelles routes, que ce soit au niveau du corridor intra-africain ou alors au niveau des lignes internationales. Mais cette performance est davantage à mettre à l'actif du renforcement de la flotte de la compagnie aérienne. Dans un contexte marqué par la venue en masse de transporteurs étrangers sur le marché africain, les compagnies aériennes du continent se trouvent face à une situation financière particulièrement délicate. Autre constat, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a un impact considérable sur le fret mondial. Conséquence, Ethiopian Airlines a vu son trafic fret baisser en deçà des 400 339 tonnes transportées en 2017-2018. L'Association des compagnies africaines a proposé une coopération commerciale très étroite entre les compagnies aériennes du continent africain. Cette coopération commerciale passerait par des alliances stratégiques. Ceci aura pour conséquence des rendements plus élevés ainsi que des taux d'occupation de sièges plus élevés. Avec actuellement 117 avions, dont 9 réceptionnés en 2019, la compagnie aérienne compte introduire 25 nouveaux appareils au cours de l'exercice 2019-2020. Au Sénégal, l'ouvrage « L'histoire générale du Sénégal » fait polémique dans le pays. Un projet initié par le professeur Iba Der Thiam. Des familles religieuses déplorent selon elle des falsifications ou omissions sur leur histoire. Le projet en 25 volumes avait pourtant été bien accueilli. Il a pour objectif la réécriture de l'histoire du Sénégal. Reportage de notre correspondant Elan Ndiaye.
La publication du volume 1A du tome 3 de l'histoire générale du Sénégal a suscité une vague de critiques de familles religieuses contestant la partie qui leur est consacrée dans cet ouvrage. Il y a un problème. Les gens ont peur de la véritable histoire. J'ai une partie annotée de ce livre, annotée de ma part. Et donc, quand vous regardez, vous allez trouver qu'on n'a pas écrit de l'histoire, mais on a été terriféraire. Pour les auteurs, ces volumes édifieront sur l'histoire réelle et non falsifiée du Sénégal, contée ou rapportée pour la plupart à partir des écrits du colonisateur. Ce volume de 758 pages retrace la période de 1817-1914, les années de refus de la domination coloniale, de consolidation du pouvoir colonial, de refus de la domination coloniale, d'épreuves de lutte armée, de renouveau religieux et culturel. On ne pourra jamais avoir une version absolument à 100% vraie de l'histoire du Sénégal. Parce qu'il y aura toujours des thèses qui ne vont pas nécessairement avec les thèses qu'on a mises dans ces pages-là. Je crois qu'il faudrait que cette contradiction ou, si vous voulez, cette bipolarité de la recherche scientifique, que les gens l'acceptent. En 2013, le projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal avait été pourtant bien accueilli par le peuple sénégalais. La plupart considèrent que son histoire telle que contée par le colonisateur ne correspondait pas à la réalité. Le but à terme pour les près de 450 chercheurs qui sont mis à contribution pour réécrire l'histoire du Sénégal, c'est aussi de pouvoir réviser les manuels scolaires eux-mêmes datés de la colonisation. Au Bénin, le Festival international des films des femmes de Cotonou a pris fin ce mardi 17 septembre. L'événement a réuni des actrices, réalisatrices et productrices africaines. Il s'est achevé avec une cérémonie de distinction des meilleures œuvres cinématographiques qui évoquent les violences faites aux femmes. Reportage de notre correspondant Lev Tionouf. Le Festival international des films des femmes de Cotonou, FIF Cotonou, promeut les femmes cinéastes africaines. Mardi 17 septembre 2019, lors de la cérémonie apothéose de la première édition, des distinctions ont été attribuées aux meilleures œuvres cinématographiques qui évoquent les violences faites aux femmes. Le plus grand prix intitulé l'Amazone d'or a été attribué au film Au-delà de ce mur d'Aïcha Jabour du Maroc. L'Amazone du jury a été attribué au documentaire Obscurité dans mon miroir de Flore Tamko Bensi du Cameroun. Obscurité dans mon miroir traite des questions de viol et surtout les dommages que cela peut laisser sur les victimes. Sourou de Kismat Bagheri parle de la violence faite aux femmes par les femmes. C'est l'histoire d'une patronne et de sa boniche qui se font des coups pas toujours catholiques. L'Amazone Tela Kwamaou de la meilleure actrice a été décernée à Carole Lokossou pour son rôle dans le film Sourou de la réalisatrice béninoise Kismat Bagheri. Le FIF Cotonou a été initié par la réalisatrice béninoise et présidente de l'association Écran Bénin, Cornelia Glélé. On se dit, nous on va être la fenêtre pour montrer le travail que font les femmes et qui sait, peut-être que ça va inciter d'autres femmes à rentrer dans le métier, à s'intéresser au cinéma, à produire. Sur 13 films en lice, 5 films ont été primés. Cette première édition du FIF Cotonou a été placée sous le thème « Quand le cinéma aborde les violences faites aux femmes ». Ce festival biennal demeure un creuset culturel de rencontres et de partage des expériences des actrices, réalisatrices et productrices africaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.